Une boîte à musique joue une mélodie qu'elle n'a jamais été conçue pour contenir. Sa mélodie évoque des secrets que personne n'ose confesser. Bienvenue dans Dossier. Je suis votre hôte, Étienne. Qu'en pensez-vous? Erreur ou message caché? Découvrons-le. Le matin de la fête estivale du jardin de Sainte Winifred, le village de Little Witchwood était, comme le disait le curé local, bourdonnant comme une ruche gorgée de cognac. Des dames âgées disposaient les gâteaux avec une précision chirurgicale. Le chœur des cloches de l'église répétait ses derniers coups, et des écoliers, coiffés de couronnes de marguerites, voletaient dans la verdure tels des papillons, lâchés dans un recueil de cantiques. C'était un samedi radieux, ensoleillé, parfumé, d'une paix trompeuse. Miss Jane Marple, assise dans un fauteuil en toile, sous le hêtre pourpre, au bord de la pelouse du presbytère, observait le monde avec la patience sereine de quelqu'un qui avait vu trop de gardes-en-partie tourner au vinaigre. Elle souriait de temps en temps aux enfants qui passaient et saluait ses vieux amis d'un signe de tête doux, ses gants de dentelle repliés sur ses genoux. Personne ne la remarquait de près, mais c'était généralement le but. Cette année, la fête avait été confiée à l'énergique mais légèrement autoritaire Madame Cecily Fanshawe, qui avait emménagé à Honeysuckle Cottage 6 mois seulement, et s'était immédiatement employée à rajeunir les traditions du village. Les guirlandes étaient plus colorées. Le stand de limonade proposait 2 variétés, gazeuse et plate. Et, plus controversée encore, la cérémonie de clôture inclurait un récital du patrimoine, dirigé par la nièce talentueuse, mais inhabituellement réservée de Cecily, mademoiselle Thea Fanshawe. Thea, une jeune fille pâle d'une 20aine d'années, aux cheveux soigneusement coiffés et à la beauté hantée, était arrivée de Brighton il y a moins de 2 semaines. Elle parlait à peine, évitait le contact visuel et semblait flotter dans le village avec la grâce silencieuse de quelqu'un traversant un rêve ou essayant d'en sortir. Mais personne ne parlait beaucoup. Thea était artiste, après tout, et Cecily insistait sur le fait qu'elle avait du cran. L'attraction principale de la journée, une curieuse petite boîte à musique qui aurait appartenu à un compositeur du XVIIIe siècle, devait être dévoilée à la fin du récital de piano de Thea. Cecily l'avait achetée lors d'une vente aux enchères privée à Tunbridge Wells et prétendait qu'elle avait appartenu à une duchesse. Elle joue une valse rare, disait-elle à qui voulait l'entendre, une valse qu'aucune oreille moderne n'a jamais entendue, en entier. Miss Marple, qui avait connu au moins 2 duchesses dans sa jeunesse, en doutait fortement. Mais elle garda ses pensées pour elle. À 16h30 précises, la voix du vicaire appela la foule au garde à vous. « Mesdames et messieurs, dit-il d'un air radieux, essuyant son front irrité, veuillez vous rassembler près du kiosque vert pour notre cérémonie de clôture, avec une performance de mademoiselle Thea Fanshawe, accompagnée d'un précieux héritage. » Des applaudissements polis résonnèrent dans le jardin lorsque Thea prit place au piano, droit délicatement placé sous la toile blanche du kiosque. Ses mains tremblaient en les portant sur les touches. Puis, le silence. Les premières notes tombèrent comme des gouttes de pluie froide. La valse était effectivement inhabituelle, sombre, mélancolique, discordante, à en agacer légèrement les dents. On ne la sentait pas comme une relique d'un salon du XVIIIe siècle. Elle semblait étrange. Alors que les derniers accords s'estompaient, Thea attrapa le tissu de velours recouvrant la boîte à musique à côté d'elle et la souleva lentement, révélant l'instrument de cuivre étincelant qu'elle contenait. Elle a remonté la clé 2 fois. Le public s'est penché en avant. La boîte a commencé à jouer.
Ce n'était pas la même mélodie. Au début, personne ne le remarqua. Mais Miss Marple, si. La mélodie était plus légère, presque enjouée, une berceuse peut-être. Puis, une étrange hésitation, un bégaiement, une note discordante. La boîte vacilla, s'arrêta, puis laissa échapper un dernier carillon brisé. Des halètements suivirent. Quelqu'un rit nerveusement. « Ça doit être la chaleur », murmura le vieux monsieur Shipley, le maître de poste. Mais Théa était devenue pâle, comme la craie. Elle fixait la boîte comme si elle l'avait mordue. Et puis vint le cri. Madame Fanshawe s'était effondrée, juste à côté de la table, la main toujours serrée contre un verre de cordial. Le verre tomba et se brisa sur l'herbe. Au moment où le docteur Penrose arriva, un homme trapu avec une moto et un penchant pour le drame, Cecily Fanshawe était déjà partie. « Du poison ?» dit-il gravement, en regardant la teinte bleutée autour de ses lèvres. À action rapide, il devait y en avoir dans son verre. Une vague de silence parcourut la foule comme un frisson. Quelqu'un s'est évanoui. La boîte à musique, toujours ouverte, émit un dernier gémissement et s'éteignit. Miss Marple, toujours assise sous le hêtre, regarda ses gants. « Curieux », murmura-t-elle, presque pour elle-même. Il jouait la mauvaise mélodie. Et à Little Witchwood, rien, ni les roses, ni le cordial, ni même la musique, n'était tout à fait ce qu'il semblait être. Miss Marple ne se leva pas lorsque le tumulte éclata. Elle resta sous le hêtre, les yeux mi-clos, le visage calme, tandis que d'autres se précipitaient, Madame Hartnell battant des bras comme une oie en détresse, le vicaire se précipitant vers le corps, en s'écriant paniqué « Oh mon Dieu !» Miss Marple se contenta de pencher la tête, observant la scène comme on observe une répétition qui tourne mal. Ce n'était pas de l'indifférence, loin de là. Mais après une longue vie de thé, de xérès et de morts soudaines occasionnelles, Miss Marple avait appris que la précipitation obscurcissait souvent la vérité. Le docteur Penrose s'agenouilla près de Madame Fanshawe, effondré, sa trousse médicale déjà ouverte. Il écouta sa respiration, vérifia son pouls, mais l'inévitable constatation ne tarda pas à arriver. « Elle est partie », dit-il en se relevant d'un hochement de tête grave. « Probablement du cyanure, peut-être de la digitaline. Il nous faudra le coroner, bien sûr. » Derrière lui, la jeune Théa était figée près du piano, les mains agrippées, au bord des touches, si fort que ses jointures étaient devenues blanches, comme des os. Son visage était indéchiffrable, mais Miss Marple remarqua le silence. Ni le choc, ni l'hystérie, le silence. Les villageois chuchotaient maintenant, formant des cercles serrés comme des troupeaux de moutons, sentant la présence de loups. Le verre à liqueur, brisé dans l'herbe, était maintenant entouré de morceaux de rondelles de citron et de quelques gouttes roses qui semblaient presque théâtrales. Le regard de Miss Marple se porta sur la table des rafraîchissements, où des verres identiques avaient été servis à tous les invités. Même limonade, même louche. Mais une seule femme s'était effondrée. « Quelqu'un est allé chercher le sien pour elle », murmura quelqu'un au fond. « Non, je l'ai vue se le verser elle-même. »« Non, non. Elle voyait, c'est sa nièce, Théa, je crois. C'est elle qui le lui a apporté. » Ce détail flottait dans l'air comme une plume égarée, légère mais dangereuse. L'inspecteur Caldwell arriva une quarantaine de minutes plus tard, arrivé en voiture de Much Bennington, une ville voisine. C'était un homme trapu, à l'air irritable, comme celui qu'on retire souvent des rôtis du dimanche pour les cadavres gênants. Sa moustache frétillait tandis qu'il observait la fête transformée en scène de crime. Le soleil déclinait déjà, projetant de longues ombres sur les banderoles, autrefois joyeuses. « Et qu'avons-nous ici, docteur Penrose ?»
demanda-t-il en s'accroupissant à côté du corps. On soupçonne un empoisonnement, répondit le médecin. Elle a bu un verre de cordial quelques instants avant de s'effondrer. Assez brutalement. Pas l'allure d'une crise cardiaque, pas de contraction, pas d'avertissement. Quelqu'un d'autre a bu la même chose? Beaucoup. Mais elle seule s'est effondrée. Miss Marple s'était levée, ôtant une feuille de ses genoux. Elle s'approcha de la table des rafraîchissements, se tenant sur le côté, sans se faire remarquer. Il y avait peut-être 2 douzaines de verres de liqueur au total, certains encore à moitié pleins. Personne n'y avait touché depuis l'incident. Caldwell se tourna vers le vicaire. « Vous dites qu'elle a amené une invitée aujourd'hui? Sa nièce ?» Thea Fanshawe était assise sur un muret près du portail du jardin, le regard perdu dans le vague. Un agent s'approcha d'elle avec douceur. « Je... » dit Thea d'une voix à peine audible. « Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. » J'ai joué la chanson. Elle a applaudi. Je lui ai apporté son verre avant. Mais elle était déjà pâle avant, n'est-ce pas? Tu lui as apporté à boire. La voix de Caldwell était douce, mais ferme. Elle me l'a demandé. Elle installait la boîte à musique. Quel genre de boisson? De la limonade, avec une part. Tu l'as goûté? Tu as senti quelque chose? Thea secoua la tête. Miss Marple observait tout cela, avec un intérêt discret. Son esprit tissant déjà des fils. Elle s'avança, désormais reconnue. « Inspecteur Caldwell, » dit-elle avec un léger sourire, « puis-je vous demander si la boîte à musique avait un problème ?» Il cligna des yeux. « Pardon, Miss Marple ?»« La boîte à musique, » répéta-t-elle. Elle jouait une fausse mélodie. Le morceau que Thea jouait au piano était une mélodie. La boîte jouait quelque chose de complètement différent. Une berceuse plutôt joyeuse, même si elle se terminait par une petite embardée épouvantable. Cela semblait intentionnel. Caldwell se gratta la tête. « Tu crois que la boîte à musique a quelque chose à voir avec le meurtre ?»« Je ne crois encore à rien, » dit doucement Miss Marple. « Mais ça paraît étrange, non ? Exposer une boîte à musique avec tant de fanfare pour qu'elle tombe en panne, joue la mauvaise mélodie et que son fier propriétaire meure quelques instants plus tard. » Caldwell fronça les sourcils. « Tu penses que la boîte a été trafiquée? Je pense que tout mérite d'être pris en compte, y compris la boîte et la mélodie. La boîte à musique avait été récupérée et mise en sécurité sous un torchon par l'un des agents. Miss Marple demanda poliment si elle pouvait la voir. La boîte était ravissante, en laiton, avec des garnitures argentées, et un petit emblème gravé représentant un chardon et une couronne sur le couvercle. Elle la remonta une fois, lentement, et la laissa jouer. La mélodie commençait doucement, agréablement, comme auparavant. Mais une fois de plus, cette même note discordante, une seule, brisa le rythme vers la fin. Une fausse note qui ne cadrait pas avec le reste. Elle plissa les yeux. Très étrange. Le docteur Penrose la rejoignit. « Il a joué ça aussi la première fois ?»« Oh oui, » dit-elle. « Ce n'était pas un hasard. Soit il est endommagé, soit il y a autre chose. » Il lui lança un regard oscillant entre curiosité et inquiétude professionnelle. « Tu crois que la boîte livrait le poison ?» Miss Marple secoua la tête. « Non, mais je me demande si c'est déclenché quelque chose, ou quelqu'un, plus tard dans la soirée, bien après le départ des invités et la clôture du terrain de la fête par de malheureuses banderoles, faisant office de rubans de police improvisés. » Miss Marple retourna à son cottage et alluma le feu. Elle ne lut ni ne crocheta. Elle resta simplement assise dans son fauteuil, les yeux rivés sur les flammes, dont les motifs vacillants projetèrent de légères ombres
sur ses murs tapissés. Il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Cecily Fanshawe n'était pas une résidente de longue date. Arrivée à Little Witchwood 6 mois plus tôt, elle avait déjà organisé des événements, repris la société historique, animé des soirées de poésie et réinventé les traditions des fêtes. Ça n'a pas plu à tout le monde. Elle était admirée, certes, mais aussi méprisée. C'était clair, mais Thea, la nièce, c'était le mystère. Une fille talentueuse, d'un naturel nerveux, presque silencieuse durant son séjour au village. Mais aujourd'hui, elle avait joué de la musique qui ne correspondait pas à la boîte. Cette erreur était-elle la sienne, ou était-elle délibérée? Avait-elle déjà entendu la mélodie de la boîte auparavant? Miss Marple, qui avait vécu 2 guerres, 12 premiers ministres et plus de trahisons familiales qu'on ne pouvait en compter, savait une chose par-dessus tout. La musique pouvait signifier plus que des notes. Parfois, un air était un avertissement ou un secret, et parfois, c'était un code. On frappa à la porte. Elle se leva, les genoux raides, à force d'être assise. C'était Molly Drake, la gouvernante du vicaire, qui tenait une serviette pliée. « J'ai trouvé ça dans la poubelle derrière le piano », murmura Molly. Je ne savais pas à qui le dire. « Tu es le seul à avoir du bon sens. » Miss Marple ouvrit la serviette. À l'intérieur se trouvait un petit morceau de papier huileux, taché de rose sur les bords. Et à peine visible, peut-être à cause de l'eau ou de la sueur, se trouvait une seule ligne manuscrite. « Si la boîte chante bien, vous serez en sécurité. Sinon, prenez garde. » Miss Marple ferma la porte derrière elle avec un clic. Et dans l'air calme de son cottage, la mauvaise mélodie résonnait à nouveau dans son esprit. À Little Witchwood, le matin était humide et incertain, avec une brume basse accrochée aux haies et le sentiment profond que le village avait exhalé quelque chose qu'il ne pouvait reprendre. La nouvelle de la mort subite de Madame Fanshawe s'était répandue plus vite que n'importe quel sermon de pasteur, et au petit déjeuner, les spéculations avaient déjà pris la forme de récits. Elle était bien trop occupée pour son propre bien, a déclaré M. Chipley au bureau de poste, en tamponnant les lettres avec la solennité d'un coroner. Elle a épuisé sa nièce, celle-là, murmura Madame Vine, en passant un plumeau sur une rangée de boîtes à biscuits. Cette fille n'a adressé que 2 mots à qui que ce soit depuis son arrivée. À mon avis, c'est quelque chose d'anormal. Et dans la file d'attente de la boulangerie, Mademoiselle Partridge murmura avec assurance « C'était le cordial, mais ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. » Miss Marple, quant à elle, ne se rendit ni à la boulangerie, ni à la poste, ni ne fit sa tournée habituelle. Elle passa la matinée tranquillement chez elle, à examiner le bout de papier trouvé par Molly Drake. Il ne portait ni filigrane, ni initiale, rien de distinctif, si ce n'est cette phrase humide, effacée, mais reconnaissable entre 1000. Si la boîte chante bien, vous serez en sécurité. Sinon, méfiez-vous. Elle réfléchit à la formulation. Ce n'était pas une menace, c'était un avertissement, presque comme si quelqu'un l'avait laissé pour lui-même, ou pour Thea. À 10h30, précise, elle prit ses gants et se dirigea vers Honeysuckle Cottage. La maison louée par les Fanshawe se dressait au bord du chemin du village. Une modeste demeure de style Tudor avec des volets peints et un jardin qui s'efforçait de paraître improvisé. Le portail grinça lorsqu'elle entra. Pas de garde, pas de cassette. Ce simple fait indiquait à Miss Marple que l'inspecteur n'était pas entièrement convaincu qu'il s'agissait d'un meurtre prémédité. Pas encore. La porte s'ouvrit avant qu'elle puisse frapper. Thea se tenait là, vêtue d'un simple chemisier bleu marine et d'une jupe grise, les yeux cernés, comme si elle n'avait pas dormi. « Je pensais que tu viendrais.
dit-elle doucement. « J'espérais que vous me le permettriez, » répondit Miss Marple. « Puis-je » Théa hésita, puis s'écarta. À l'intérieur, le cottage était propre et sobre. La touche de Cécile se reflétait dans les fleurs séchées, soigneusement disposées, le cendrier en cristal que personne n'utilisait, et la bibliothèque remplie de volumes décoratifs, des livres choisis pour leur couleur et non pour leur contenu. « Je n'ai rien déplacé, » dit Théa. L'inspecteur a dit qu'il pourrait revenir. Miss Marple esquissa un sourire doux et compréhensif. « Tout à fait. C'est possible. Je voulais juste vous parler, d'hier, et de la boîte à musique. » Théa s'affala sur le bord d'un fauteuil fleuri. « Je ne l'ai pas empoisonné, » dit-elle d'un ton neutre. « Je sais, » dit Miss Marple en joignant les mains. « Mais quelqu'un voulait l'effrayer ou la prévenir. Je pense que tout a commencé avec la boîte. » Théa leva les yeux. « Tu as remarqué que la mélodie était fausse ? » ?»« Oui, et plus encore, la note finale. Tu l'as entendue bégayer ?» Théa hocha légèrement la tête. Ça faisait toujours ça. Depuis qu'elle l'a ramenée à la maison. Je lui ai dit que quelque chose clochait, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle a dit que ça le rendait plus authentique. Une bizarrerie de l'âge, comme elle l'appelait. Comme une ride. Puis-je lui demander quand elle l'a acheté ? Il y a 3 semaines, d'un collectionneur privé de Tunbridge Wells. Il tenait une boutique d'antiquités qui vendait principalement des horloges, mais elle aimait le côté spectaculaire. Elle a dit qu'elle le voulait pour la fête, comme pièce maîtresse. Est-ce qu'elle l'a déjà joué pour quelqu'un d'autre ? Théa hésita. Elle l'a montré à la Société historique la semaine dernière. Monsieur Blount, le président de la société, a dit que c'était probablement un faux. Je pense qu'elle était gênée. Mais elle l'a invité à prendre le thé après. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Et il est venu ?»« Je ne sais pas. Je suis allée me promener cet après-midi-là. » Il y eut un long silence. Puis Théa demanda. « Mademoiselle Marple, pensez-vous que la boîte à musique était censée servir de signal ?» Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Qu'est-ce qui vous fait poser cette question, ma chère ?» Théa fouilla dans la poche de sa jupe et en sortit un autre morceau de papier, de la même taille que celui que Molly avait trouvé, mais fortement froissé, comme plié plusieurs fois. Elle le lui tendit sans un mot. Miss Marple le déplia, la même écriture. Si la boîte est vraie, ils s'en souviennent, sinon ils oublient. Elle regarda Théa. « Qui t'a donné ça ?»« Je l'ai trouvé, » murmura Théa. « Glissé dans le velours de la boîte à musique, le jour même de son arrivée ? Est-ce que ta tante le savait ? » « Je ne crois pas. Elle ne l'ouvrait jamais vraiment. Elle aimait juste le montrer. Elle n'était pas curieuse de ce côté-là. Elle aimait les jolies choses, mais ne regardait jamais à l'intérieur. » Miss Marple lissa le papier contre son genou. « Mais vous l'avez fait. »« Il le fallait, » dit Théa doucement. La mélodie me hantait. Je n'arrêtais pas d'y penser. Et puis hier, elle a encore changé. C'était presque moqueur. Miss Marple se leva lentement. « Ma chère, cela vous dérangerait-il que je vous emprunte ce mot ? J'aimerais le comparer à celui que j'ai trouvé. Et je pense qu'il est temps que j'aille faire un tour à la Société historique. » Cet après-midi-là, des nuages s'amoncelèrent sur Little Witchwood, plongeant le village dans une lumière grise qui adoucissait les contours et brouillait les ombres. La Société historique, installée dans un modeste bâtiment en pierre derrière l'église, était fermée au public, mais Mademoiselle Marple avait depuis longtemps obtenu un accès honorifique pour ses contributions officieuses à la connaissance locale. Elle a quand même frappé par courtoisie. La porte fut ouverte par M. Edwin Blount,
un avocat à la retraite avec un goût prononcé pour les reliques et un après-rasage malheureusement puissant. « Mademoiselle Marple, dit-il, visiblement surpris. Entrez, s'il vous plaît. Mais je vous préviens, nos vitrines sont terriblement ternes en ce moment. L'exposition, sûre. Les désaccoudre en laiton n'a pas vraiment plu. »« Je suis sûr que c'est charmant, » dit chaleureusement Miss Marple. « Mais je suis ici pour une raison moins réjouissante. J'ai cru comprendre que vous aviez récemment examiné une boîte à musique appartenant à feu Madame Fanshawe. » L'expression de Blount changea. « Oui, il y a quelques jours. Elle l'a apportée, enfin, elle l'a exhibée. Elle a prétendu qu'elle était française, de la fin du XVIIIe siècle. Insensé, bien sûr. La mécanique est bien trop moderne, je l'ai dit. Elle ne l'a pas bien pris. Est-ce qu'elle te l'a fait écouter? Oh oui, une petite mélodie affreuse, comme une berceuse enfantine mêlée à une marche funèbre. Ça ne correspondait pas du tout au design. Je soupçonnais que quelqu'un avait interverti le cylindre. Est-ce que cela pourrait être fait? Certainement. C'est assez simple, si l'on en connaît le fonctionnement. Mais je doute que Madame Fanshawe ait eu les compétences nécessaires, ni la patience nécessaire. Miss Marple le regarda attentivement. « Voulez-vous, Monsieur Blount ?» Blount rougit. « Eh bien, je pourrais, bien sûr. Mais je ne le ferai pas. Ça ne servirait à rien. Je lui ai dit que c'était un faux. Ce n'était pas un crime. » Elle hocha légèrement la tête, comme satisfaite. « Une dernière chose. A-t-elle mentionné qui lui a vendu la boîte? » Quelqu'un à Tunbridge Wells. Un certain Ridgway. Un sale type. Il collectionne les bizarreries mécaniques. Sa boutique est pleine d'horloges qui ne font pas tic-tac et de poupées qui ne devraient pas bouger. Le regard de Miss Marple s'éclaira. « Merci, Monsieur Blount. Vous m'avez été d'une grande aide. » Alors qu'elle sortait, face au vent, les nuages commencèrent à se dissiper, projetant des bandes de lumière pâle sur le cimetière. Elle marqua une pause et jeta un dernier coup d'œil au message. « Si la boîte chante bien, vous serez en sécurité, sinon, méfiez-vous. » Elle a plié le papier et l'a placé dans son sac. Quelque part, quelqu'un avait laissé un avertissement en musique, et Miss Marple avait l'intention de découvrir qui avait arrêté la mélodie. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'épaississait sur Little Witchwood et que les lampes du village s'allumaient d'une lueur mielleuse, Miss Marple était de nouveau assise sous le doux bourdonnement de sa lampe de lecture. Les deux notes, l'une de la boîte à musique, l'autre de la découverte de Molly, posées côte à côte sur sa table. Bien que les mots diffèrent légèrement, le rythme du phrasé était indéniablement similaire, non seulement dans l'écriture, mais aussi dans sa intention. Celui qui les a écrits comprenait quelque chose au schéma, à la cause et à la conséquence. Elle les relut à haute voix, doucement, laissant les mots se former dans l'air comme de faibles notes de piano. Si la boîte est vraie, ils s'en souviennent. Sinon, ils oublient. Si la boîte chante bien, vous serez en sécurité. Sinon, prenez garde. Il parlait de mémoire, de sécurité, et d'une menace qui n'était pas seulement physique. Miss Marple sirota son thé, désormais tiède. Elle avait déjà vu ça, pas la méthode, mais l'état d'esprit. Tous les meurtres ne sont pas nés de la haine. Certains ont été commis par peur. Le lendemain matin, un froid humide s'infiltra dans les haies et laissa des gouttes de rosée s'accrocher à chaque pétale de son jardin. Elle prit le train de 9h30 pour Tunbridge Wells. Un voyage inhabituel pour elle ces derniers temps. Mais elle avait noté le nom Ridgway Dance, son petit carnet, avec un soin décisif. Les antiquaires spécialisés dans les boîtes à musique étaient assez rares.
des antiquaires dont les produits provoquaient la panique et la mort, plus rares encore. La boutique était nichée dans une ruelle tortueuse près de Camden Road, sous un panneau délavé sur lequel on pouvait lire « Magasin d'horloges et de curiosités de Ridgway laisse fenêtre », était recouverte de poussière et encombrée de curiosités. Une poupée de porcelaine borgne, un métronome terni qui tournait beaucoup trop vite, un dôme de verre rempli de pétales de roses séchés. À l'intérieur, l'air sentait le cirage du bois et le temps. Une cloche sonna lorsqu'elle entra. Derrière un rideau apparut un homme d'une 60aine d'années, grand, avec des cheveux gris clairsemés et des yeux qui la parcouraient comme s'il évaluait la valeur de quelque chose laissé sous la pluie. « Puis-je vous aider ?»« Je l'espère, » dit Miss Marple d'un ton aimable. « Je me renseigne sur une boîte à musique, en laiton, avec des garnitures argentées, un petit emblème sur le couvercle, un chardon et une couronne, je crois. Elle a été achetée par une certaine Madame Cecily Fanshawe il y a quelques semaines. » Monsieur Ridgway ne sourcilla pas. « Je n'en vends pas beaucoup. C'est une pièce unique, un peu capricieuse. »« En effet, » murmura Miss Marple, « elle est décédée, très subitement. » Cela lui fit froncer les sourcils. Pas de surprise, mais de calcul. « Je vois. C'est regrettable. » Miss Marple s'approche un peu plus. « L'avez-vous examiné vous-même avant la vente ? » ?»« Certainement. Le mécanisme avant fonctionnait. Le cylindre à musique était un peu usé, mais j'ai poli le clavier. Il jouait assez bien. »« Et quel air jouait-il » Il hésita. « Ah, eh bien, difficile à dire, vraiment. Un peu inhabituel. Je ne pense pas que ce soit une œuvre connue. C'est pourquoi j'ai baissé le prix. Les mélodies inconnues ne sont pas toujours populaires. » Il n'a pas joué de berceuse. Ses yeux se plissèrent. Non, pas que je me souvienne. Du moins, pas seulement une berceuse. Ça aurait pu être 2 morceaux sur le même cylindre. Ça arrive parfois quand on les réorganise. La voix de Miss Marple s'adoucit. « Monsieur, Ridgway, pardonnez-moi, mais avez-vous remarqué un message caché dans la boîte ? Écrit, peut-être, sous la doublure en velours. » Il semblait maintenant sincèrement surpris. « Un message ? Non, certainement pas. Si je l'avais eu, je l'aurais retiré. On ne peut pas vendre un article qui contient les secrets d'un autre. Pourtant, il semble qu'il en reste un. » Il poussa un profond soupir. « Eh bien, les gens aiment le drame, n'est-ce pas ? Un peu de mystère rend les antiquités plus romantiques. Ce n'est pas de ma faute, je vous assure. » Elle n'insista pas davantage. Elle le remercia pour son temps, promit de revenir si jamais elle avait besoin d'une horloge de parquet, et sortit dans la rue du même pas assuré qu'à son arrivée. Mais elle savait qu'il mentait, ou du moins qu'il se taisait, et pas, pensa-t-elle, par culpabilité. Non, il avait peur. Ce soir-là, de retour à Little Witchwood, l'enquête fut officiellement annoncée pour le mercredi suivant. D'ici là, le coroner attendrait le rapport toxicologique complet, même si des rumeurs circulaient déjà. Du cyanure, disaient certains. Non, de la digitale, ou même un citron contaminé. La police avait levé la surveillance de Honeysuckle Cottage, et Théa avait été aperçue se rendant seule à l'épicerie, tête baissée, un sac en toile à la main. Miss Partridge remarqua avec surprise qu'elle n'avait acheté que de la soupe en conserve, du pain blanc et une orange. Miss Marple, cependant, ne s'occupait pas des courses. Elle avait écrit une lettre ce matin-là à un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 10 ans, un chef d'orchestre à la retraite qui avait vécu à Seine. Eves et possédait une mémoire exceptionnelle pour les compositions rares. Elle y joignait un enregistrement phonographique, un court extrait qu'elle avait demandé au jeune agent Hatch de l'aider à extraire de la boîte à musique. Elle l'a posté avec l'espoir que les vieilles oreilles
saurait encore écouter. 2 jours plus tard, alors que les nuages s'amoncelaient à nouveau au-dessus des champs, Miss Marple reçut une réponse, un télégramme. R, la berceuse de l'oubli. Compositeur inconnu, dernière interprétation publique. Paris, 1909, jamais enregistré, présumé perdu. Comment l'avez-vous obtenu? Elle l'a lu 3 fois, puis elle s'est assise. La berceuse de l'oubli. The Lullaby of Forgetting. Et à ce moment-là, quelque chose s'est mis en place. Ce n'était pas un faux, c'était un avertissement. Miss Marple rentra à Honeysuckle Cottage juste avant le coucher du soleil. Théa ouvrit la porte sans surprise. « J'ai une question très précise à vous poser, » dit doucement Miss Marple. « Votre tante vous a-t-elle déjà parlé d'un certain Émile Brousseau ?» Théa cligna des yeux. Ce nom était écrit sur une étiquette à l'intérieur de la boîte. Je n'en ai parlé à personne, ça semblait privé. Savez-vous qui il était? Théa secoua la tête. C'était un pianiste français, dit Miss Marple, doué, mais affligé. Il souffrait d'une maladie dégénérative, sa mémoire se dégradait par endroits. Il écrivit cette berceuse, la berceuse de l'oubli, en 1908, comme un ultime acte de rébellion contre son esprit qui s'évanouissait. Il prétendait qu'elle avait un pouvoir, non pas musical, mais mnémotechnique, qu'elle ait appris des souvenirs, des auditeurs, pas pour toujours, mais assez longtemps pour les rendre vulnérables, déroutés, malléables. Théa pâlit. Ce n'est qu'une histoire. Les yeux de Miss Marple étaient très clairs. Votre tante y croyait. Elle y croyait travailler. Et je pense qu'elle l'a essayé sur quelqu'un. Le souffle de Théa s'accéléra. Sur moi? Non, ma chère, dit Miss Marple doucement. Je pense qu'elle l'a joué pour quelqu'un qu'elle craignait. Quelqu'un qui savait quelque chose de son passé. Peut-être une liaison, une imposture, une trahison. Je pense qu'elle espérait qu'ils oublieraient, que cela lui ferait gagner du temps. Théa tremblait. Et la mélodie, la mauvaise? Miss Marple hocha la tête. Ce n'était pas faux. C'était échangé à nouveau. Quelqu'un a encore changé le cylindre. Laissez jouer l'original, le vrai, celui qui vous rappelle les souvenirs. Théa s'assit durement. Et ceux qui ont fait ça, dit Miss Marple, savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils n'ont pas empoisonné votre tante au sens traditionnel du terme. Ils défaient son oubli, la forcer à se souvenir de quelque chose qu'elle avait passé des années à essayer d'effacer. Quelque chose qui lui a fait arrêter le cœur. Mais qu'aurait-elle bien pu faire? Murmura Théa. Qui s'en soucierait autant? Miss Marple se dirigea vers le buffet, où se trouvait la boîte fermée. Elle toucha doucement son couvercle. « Je ne sais pas encore, » dit-elle, « mais j'en ai l'intention. » Théa la regarda alors, les yeux écarquillés. Et si elle se souvenait de quelque chose de terrible? L'expression de Miss Marple ne changea pas. Ensuite, quelqu'un a fait en sorte que cela la tue. Cette nuit-là, la pluie claquait contre les fenêtres du cottage de Miss Marple, avec la lenteur et l'insistance d'un souvenir qui s'échappe d'une pièce fermée à clé. Elle s'assit de nouveau, sous la lampe de lecture, le télégramme plié et replié entre ses doigts. La berceuse de l'oubli. Une mélodie non seulement composée, mais conçue. Une berceuse écrite par un homme terrifié à l'idée d'oublier, et peut-être tout autant terrifié à l'idée qu'on se souvienne de lui. Elle repensa à Cecily Fanshawe, une femme ambitieuse mais peu profonde, prompte à séduire et encore plus prompte à dominer. Arrivée à Little Witchwood, telle une coquille polie, sûre d'elle et bien organisée, elle n'avait jamais vraiment touché le sol du village. Théa avait été l'ombre qui la suivait, utile, décorative, silencieuse.
mais même les ombres jettent de longues vérités. L'indice, désormais, sentit Miss Marple, ne résidait pas seulement dans la boîte à musique ou dans les notes qu'elle contenait, mais dans ce que Cécilie avait tant essayé d'oublier. Et qui aurait pu savoir ce qu'elle avait effacé? Le matin, elle s'habilla de bonne heure et consulta les registres paroissiaux. Mademoiselle Partridge, qui supervisait les archives avec la méfiance d'une gardienne, hésita d'abord à l'aider, jusqu'à ce que Mademoiselle Marple mentionne le nom de Brousseau. « Français, dites-vous » renifla Mademoiselle Partridge en feuilletant son registre. On ne garde généralement pas les noms étrangers, sauf en cas de mariage ou de scandale. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans le registre de 1937, juste une mention dans le registre des visiteurs. Elle sortit un livre fragile de l'armoire verrouillée, le dos usé, les coins fragilisés par le temps. Tiens, dans une main soignée, Émile Brousseau, invité au Wychwood Hall, avril 1937. Miss Marple cligna des yeux. Wychwood Hall? Partridge hocha la tête. Appartenait au Markham à l'époque. Vide depuis des décennies, bien sûr. Une affaire épouvantable. Son fils est parti à l'étranger après la guerre. L'endroit n'a jamais rouvert. Et Cecily Fanshawe a-t-elle jamais été une Markham? Demanda doucement Miss Marple. Mademoiselle Partridge fronça les sourcils. Fanshawe n'était pas son nom de jeune fille. Attendez. Un autre bruissement de page. Tiens, acte de naissance. Cecily Margaret Ridley, née en 1910 à Brighton, mariée au colonel Fanshawe en 1948, veuve en 1962. Ridley, pas Markham, mais Brighton. Brighton comme Théa. Miss Marple la remercia et sortit dans la ruelle embrumée, le cœur battant plus lentement que ses pensées. Si Brousseau avait visité Wychwood Hall en 1937, et si Cecily était encore Ridley à l'époque, aurait-elle pu le connaître? Quelque chose s'était-il passé pendant ce séjour? Une liaison? Un scandale? Un moment qui lui était resté gravé dans la mémoire comme de la suie pendant près de 40 ans? Elle avait besoin de plus. De retour chez elle, elle envoya une seconde lettre, non pas un télégramme cette fois, mais un mot plus long, à son amie, le docteur Evelyn Maddox, psychiatre à la retraite et ancienne enseignante à la Royal Academy of Music. Elle lui demandait des informations, élèves, collègues, rumeurs, sur la disparition de Brousseau à Paris en 1937 et s'il avait visité l'Angleterre cette année-là, et s'il avait jamais, ne serait-ce qu'une seule fois, mentionné une femme nommée Ridley. En attendant la réponse, le village vibrait comme des vagues autour d'elle. Théa restait à Honeysuckle Cottage, rarement vue, sauf pour de brèves promenades tranquilles. L'inspecteur Caldwell était revenu une fois pour l'interroger à nouveau, avec désinvolture, disait-il, mais ses visites se faisaient plus rares, son ton moins convaincu. Le rapport de toxicologie confirmait les soupçons du docteur Penrose. Le sirop contenait de la digitaline, un poison cardiaque, mortel à forte dose. Mais comment était-il arrivé là? Pas d'empreinte, pas de livraison précise. Il avait peut-être été mélangé dans le verre, bien sûr, ou, plus subtilement, appliqué sur la tranche de citron. Le cordial lui-même était intact. Seule la tranche avait été empoisonnée. C'était chirurgical, planifié, ce qui signifiait que ce n'était pas un accident dû à la peur ou à la culpabilité, comme Caldwell semblait enclin à le croire. C'était une décision. Miss Marple savait qu'il était temps d'affronter l'homme qui avait peut-être vu cela bien avant tout le monde. M. Edwin Blount, directeur de la Société historique, donnait une conférence sur la poterie régionale dans la salle haute de la bibliothèque. Elle y assista, non pas pour les pots, mais pour les poses.
et tandis que les autres partaient, elle s'approcha. « Monsieur Blount, dit-elle, un mot, si vous me le permettez. » Il fit un geste vers une chaise. « Bien sûr, Miss Marple, j'espère que vous n'avez pas trouvé ma discussion trop ennuyeuse. » « Au contraire, j'ai trouvé cela éclairant, » dit-elle en s'asseyant avec précaution. « Surtout votre allusion aux motifs du XVIIIe siècle. On en retrouve des échos dans d'autres formes, n'est-ce pas? En musique, par exemple ?» Il sourit faiblement. « Tout laisse une signature, Miss Marple, même les mensonges. » Ses yeux croisèrent les siens. « C'est précisément de ça que je voulais parler. » Il s'est immobilisé. « Vous m'avez dit que la boîte était un faux, poursuivit-elle. Mais je crois que vous saviez qu'elle était authentique, du moins en partie. Vous avez reconnu l'air, n'est-ce pas? Vous l'aviez déjà entendu. Pas sur un disque, mais ici, à Witchwood, autrefois, il y a longtemps. » Blount se pencha en arrière. « C'est une supposition sérieuse. Peut-être, mais je crois que vous y étiez. Witchwood Hall, en 1937. Vous étiez alors un jeune commis. Les Markham ont accueilli Brousseau, brièvement. Et il a joué pour un groupe privé, n'est-ce pas? Pour quelques privilégiés. Parmi eux, une jeune femme, nommée Cecily Ridley. » Le visage de Blount se durcit. « Elle était intelligente, dit-il enfin. Belle, mais cruelle d'une manière qu'on ne pouvait voir que bien trop tard. Elle se prenait pour une femme du monde. Brousseau l'adorait. Il était fragile, émotionnellement et mentalement. Elle le voyait, elle jouait avec. » La voix de Miss Marple baissa. « Et ensuite, il y a eu un scandale. Quelque chose s'est produit ce week-end-là, quelque chose qui n'a jamais été mentionné dans les journaux. Mais après avoir quitté Witchwood Hall, Brousseau a disparu. Ses amis ont dit qu'il était retourné à Paris. D'autres ont murmuré qu'il avait été interné. Personne n'en était certain. »« Et Cécilie ?» demanda-t-elle doucement. Elle n'en a jamais parlé. Elle a changé de nom plus tard, a déménagé. Elle a changé d'image. Mais certaines choses restent gravées dans la mémoire d'un homme, Miss Marple. Vous pensiez que la boîte à musique était sa dernière création. J'ai fait plus que le croire, dit-il à voix basse. Je l'ai confirmé. C'est pour ça que j'ai menti. Je voulais que la boîte disparaisse, qu'elle disparaisse de ce village. Je la croyais maudite. Je ne m'attendais pas à ce que Cécilie l'expose comme un trophée. Elle a joué la berceuse en public, 2 fois. La deuxième fois, quelqu'un a changé le cylindre. Cela a rétabli la mélodie originale. » Blount la regarda avec une pointe d'effroi. « Je n'ai rien fait. »« Je te crois. » Elle se leva lentement. « Mais quelqu'un l'a fait. Et c'est cet acte, ni la boîte elle-même, ni le poison, qui l'a tué. Quelqu'un l'a forcé à se souvenir. Et c'est le souvenir, et non la mélodie, qui a arrêté son cœur. » Il hocha lentement la tête. Alors celui qui a fait ça devait connaître toute l'histoire, ou du moins, suffisamment pour en faire une arme. Dehors, la pluie recommençait, douce, insistante. Miss Marple le remercia et partit. En s'engageant dans l'allée, ses pensées se tournèrent vers l'intérieur. Le cercle se resserrait, ni autour de la loge, ni autour de la musique, ni même autour de l'histoire de Witchwood Hall. Le passé de Cécilie se resserrait autour de lui, et de celui qui avait attendu toutes ces années qu'elle se souvienne. Le lendemain matin, froid et sans couleur, s'annonça gris comme une couverture de laine qui recouvrait le village, étouffant tout, la lumière, le chant des oiseaux et même le mouvement. La seule activité visible était un mince filet de fumée s'échappant de la cheminée de Miss Marple et la lente rotation de la girouette du presbytère. À l'intérieur, Miss Marple étala sur la table tout ce qu'elle savait. 2 notes,
le télégramme, son propre journal d'observation et une page copiée du livre d'or de l'Église de 1937. Elle déplaça les pièces avec lenteur et réflexion, comme pour assembler un puzzle longtemps enfoui sous la poussière. Chaque fait était resté silencieux en lui-même. Mais maintenant, alignés ainsi, ils commençaient à bourdonner, d'une signification inquiétante. Cecily Ridley avait assisté à la dernière visite d'Émile Brousseau à Wychwood Hall. Cela se confirmait. Elle s'était réinventée au cours des années suivantes. Elle s'était mariée, avait changé de nom et avait enterré son passé avec la précision d'une femme habituée à contrôler les apparences. Elle avait acheté la boîte à musique non pas par caprice de collectionneuse, mais pour quelque chose de plus, soit un signe de culpabilité, soit un outil qu'elle croyait comprendre. Quelqu'un, observant depuis l'ombre du temps, avait attendu le bon moment pour lui faire se souvenir. C'est le nom de Théa que Miss Marple encercla en dernier. Non pas qu'elle la croyait coupable, mais à cause d'un détail trop facilement accepté. Théa avait apporté son verre à Cecily. Si la tranche de citron avait été imprégnée de digitaline, et que seul ce verre contenait la garniture empoisonnée, alors quelqu'un avait programmé la livraison avec une précision chirurgicale. Pourtant, Théa avait semblé aussi surprise que quiconque lorsque sa tante s'était effondrée. Son chagrin n'avait laissé transparaître aucune trace de calcul, aucune hésitation. Et puis, il y avait le mot qu'elle avait discrètement partagé, celui caché dans la doublure de la boîte. Il n'appartenait pas à un tueur. Il appartenait à quelqu'un qui avait peur. En milieu de matinée, on frappa légèrement à la porte de Miss Marple. Elle ouvrit et trouva Théa, trempée par la bruine, les cheveux plaqués sur les tempes. « Je ne savais pas où aller d'autre, » dit-elle, la voix terne d'épuisement. Miss Marple s'écarta doucement. « Entrez, ma chère. Commençons par vous réchauffer. » Une fois installée avec une couverture en laine et une tasse de thé fumante, Théa s'assit dans le fauteuil d'angle, comme quelqu'un qui se demandait s'il avait encore le droit d'exister. Ses mains serraient la tasse, mais elle ne buvait pas. « J'ai trouvé quelque chose, » dit-elle enfin, dans la chambre de Cecily, cachée derrière un tiroir. Miss Marple ne dit rien. Elle attendit simplement. Théa sortit une enveloppe pliée de la poche de son manteau et la lui tendit. À l'intérieur se trouvait une photographie. Vieux, délavé. L'encre du nom du studio avait presque disparu. On y voyait un salon élégant, éclairé à la bougie. 3 silhouettes se tenaient près d'un piano à queue. L'une d'elles, sans aucun doute, était une jeune Cecily Ridley. Another was Émile Brousseau. La troisième, une femme, grande, aux cheveux noirs, avec une légère inclinaison de la bouche qui ressemblait étrangement à celle de Théa. Miss Marple abaissa lentement la photo. « Votre mère. » Théa hocha la tête. « Elle est morte quand j'avais 7 ans. » On ne m'en a pas dit grand-chose. Cecily disait qu'elle n'était pas le genre de femme à élever un enfant, qu'elle était perturbée. Mais je me suis toujours demandé pourquoi personne ne parlait d'elle, pourquoi personne n'avait un seul bon souvenir. Miss Marple examina à nouveau la photographie. Il y avait quelque chose dans la posture des trois, une tension, sous-jacente. Cecily et Brousseau se tenaient à l'écart, tandis que l'autre femme se tenait entre elles, les mains le long du corps, sans sourire. « Son nom ?» demanda Miss Marple. « Véronique Ridley, la petite sœur de Cécile. » La pièce resta silencieuse pendant un long moment. Puis Miss Marple dit doucement « Cécily a donc caché cette photo. Et vous l'avez retrouvée maintenant, après sa mort. L'avez-vous déjà entendu mentionner le nom de Brousseau ?» Théa secoua la tête. « Jamais.
Mais parfois, au milieu de la nuit, elle fredonnait. Juste quelques notes. Je n'ai reconnu la mélodie qu'en entendant la boîte. Là, j'ai compris. Elle essayait de se souvenir de quelque chose qu'elle avait nié toute sa vie. Miss Marple tapota doucement la table du bout des doigts. La photographie avait changé l'atmosphère. Cécilie n'était plus une simple spectatrice du déclin de Brousseau. Elle s'était liée à lui et à sa sœur. Quelque chose s'était produit entre eux trois. Quelque chose qui résonnait à travers les décennies et qui revenait maintenant sous la forme d'une mélodie. Et si Véronique était la mère de Théa? Miss Marple tourna son regard vers la fille, en face d'elle. « Ma chère, es-tu bien sûre que Cécilie était ta tante ?» Théa cligna des yeux. Elle le disait toujours. « Elle t'a élevé après la mort de ta mère. » « Oui, mais elle ne vous a jamais laissé voir les actes de naissance, ni photos, ni lettres. » Théa fronça les sourcils. « Non, mais c'était comme ça. Elle disait que le passé affaiblissait les gens. » Miss Marple se leva et alla à son classeur, une habitude peu courante dans les villages, mais elle en gardait un tout de même. Elle en sortit un dossier en cuir usé. Résident, 1920 à 1950. Elle feuilleta le livre d'un geste rapide jusqu'à ce qu'elle trouve la page. Elle était là. Naissance. Théa Véronique Fanshawe, née en 1959, Brighton. Elle tourna la page. La mère, Véronique Ridley. Père, inconnu. Mais ensuite, en bas, une annotation, en caractères délavés, adoptée en 1966 par Cecily Fanshawe, née Ridley. Miss Marple expira lentement. Elle plaça le dossier devant Théa, regardant la jeune fille lire, la confusion laissant place à une compréhension lente et naissante. « Ce n'était pas ma tante, » murmura Théa. « Elle adoptait moi, mais pas avant 7 ans. » Ses yeux se levèrent. « Pourquoi attendre ?»« Parce que quelque chose a changé en 1966, » dit doucement Miss Marple. « Peut-être que ta mère est morte subitement, ou peut-être que Cécilie devait s'assurer que tu restes avec elle et personne d'autre. » « Mais pourquoi ?» Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle retourna à sa place en croisant les doigts. Elle cachait quelque chose, pas seulement à toi, mais au monde entier, à quiconque aurait pu se souvenir du passé. La voix de Théa tremblait. « Tu crois que ma mère est Brousseau ?» Miss Marple hocha la tête. « C'est possible, peut-être même probable. Cela expliquerait le ressentiment de Cécilie, son désir d'effacer le lien. Si votre mère était impliquée avec lui, émotionnellement, musicalement, alors Cécilie s'est peut-être sentie trahie, éclipsée. Elle voulait m'élever comme si j'étais son propre fils, » dit lentement Théa, « mais pas par amour, par culpabilité, ni par contrôle. » Miss Marple croisa les mains. Et peut-être que quelqu'un d'autre le savait. Quelqu'un qui avait des raisons de la haïr pour ce qu'elle avait fait à ta mère, à Brousseau. Quelqu'un qui a attendu, jusqu'à ce que cette boîte à musique revienne, jusqu'à ce qu'elle force une porte qu'elle avait clouée depuis des décennies. Les mains de Théa se resserrèrent autour de sa tasse. « Je ne l'ai pas tuée, » répéta-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. « Non, » répondit Miss Marple, « mais quelqu'un l'a fait. » Il y eut un long silence. Puis, Miss Marple leva les yeux. « Je crois qu'il est temps que nous visitions Witchwood Hall. » Théa leva les yeux, surprise. « C'est abandonné depuis des années. Raison de plus, les secrets laissés de côté trop longtemps ont tendance à s'incruster dans les murs. » Dehors, la pluie avait cessé, et l'air sentait la terre mouillée et les feuilles abîmées. Miss Marple prit son manteau, glissa la photo dans son sac et prit le bras de Théa. Ensemble, ils se dirigèrent
vers la longue allée qui serpentait à travers les bois jusqu'au hall fermé, où un dernier morceau de la mélodie attendait d'être entendu. Le chemin menant à Witchwood Hall serpentait à travers un bosquet silencieux, de bouleaux et de vieux chênes, dont les branches se courbaient au-dessus de leurs têtes, telles les arches d'une cathédrale oubliée. La route, à moitié engloutie par la mousse et les années de feuilles mortes, était silencieuse, à l'exception du crissement du gravier sous les bottes de Miss Marple et du paix plus doux de Théa à ses côtés. Ni l'un ni l'autre ne parlèrent. Inutile de le faire. Le hall apparut lentement, comme s'élevant du sol lui-même. Une grande silhouette de pierre et de lierre, aux volets clos, toujours imposante malgré son âge et son abandon. Les fenêtres, sales depuis longtemps, ne reflétèrent que des ombres. L'air sentait le moisi et le souvenir froid. Le portail en fer forgé s'ouvrit en grinçant dans un soupir métallique. Théa hésita juste devant le seuil. « Je n'y suis jamais allée, » dit-elle presque pour elle-même. « Je suis passée devant quand j'étais enfant, mais Cécilie n'en a jamais parlé. Elle a juste dit que ça ne nous concernait pas. » Miss Marple hocha la tête, les yeux fixés sur la haute façade devant elle. Et pourtant, tout commence ici. Les portes principales n'étaient pas verrouillées. Elles s'ouvrirent dans un grincement lent et hésitant, révélant un couloir sombre, tapissé de papier peint émietté et de miroirs couverts de poussière. Le froid intérieur était plus qu'une simple température. C'était le genre de froid qui s'installait dans les vieux meubles, les vieux secrets et les vieux chagrins. Miss Marple ouvrait la voie avec la confiance prudente de quelqu'un qui avait déjà visité des endroits comme celui-ci. Les maisons de campagne abandonnées lui étaient familières. Il y en avait toujours une, dans un cas comme dans l'autre. Des endroits où le silence s'était trop longtemps accumulé. Ils passèrent devant un salon avec sa grande cheminée et ses rideaux en lambeaux. Une salle de bal dont le sol s'était légèrement déformé avec le temps, puis se transformèrent en ce qui avait dû être autrefois la salle de musique. Ici, la poussière était plus légère. Une chaise avait été déplacée récemment. La lumière du soleil filtrait à travers la haute fenêtre, illuminant un piano délavé dans un coin, dont les touches d'ivoire étaient jaunies mais intactes. Une ou deux avaient été pressées récemment. Leurs bords étaient moins poussiéreux que les autres. Théa s'arrêta. Sa voix était basse. « Quelqu'un est venu ici. » Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle se dirigea vers le piano, souleva doucement le lourd couvercle et appuya sur une touche. Le son était déformé, creux, mais toujours là. Puis elle se tourna vers le fond de la pièce, où se trouvait une vieille vitrine, le verre brisé sur un panneau, ses étagères encombrées de vestiges d'une autre époque, des partitions, des chandeliers et une photographie encadrée d'argent à peine visible sous une pellicule de crasse. Miss Marple tendit la main, essuya la vitre et regarda fixement. C'était la même photo que Tessa avait trouvée. Mais dans cette version, le trio était étiqueté en dessous, à l'encre fine. Émile Brousseau, Véronique Ridley, Cécilie Ridley, avril 1937. Les noms confirmaient tout. Cécile ne connaissait pas seulement Brousseau et Véronique, elle organisait la relation. Elle l'avait préservée ici, peut-être avant que le regret ne s'installe. Et pourtant, à un moment donné, elle avait complètement effacé ce moment de sa vie privée, cachant la photo, changeant de nom, redéfinissant son rôle. Théa s'approcha, fixant l'image de sa mère. « Elle était belle, » murmura-t-elle. « On dirait qu'elle était à sa place, ici. » Miss Marple hocha la tête. « Je le soupçonne. Ou du moins, je le croyais.
Mais il a dû se passer quelque chose après cette photo, quelque chose qui a tout mis fin. De quelque part dans la maison, un son résonna. Un pas, léger, délibéré. Le souffle de Théa se coupa. Miss Marple se tourna vers la porte. Sa voix était calme. « Nous ne sommes pas seuls. » Du couloir émergea une silhouette familière, élégamment vêtue malgré la poussière. Il s'agissait de M. Edwin Blount. Sa surprise en les voyant fut vite masquée. « Mademoiselle Marple, » dit-il avec un sourire crispé, « je pensais vous trouver ici. »« Quelle chance !» répondit-elle doucement. « Tu savais que le hall serait encore accessible. »« Je suis venu plusieurs fois, » admit-il en s'avançant. « Techniquement, c'est toujours au nom de ma famille, même si personne ne s'en soucie plus. J'ai monté la garde, si l'on peut dire, pour des raisons sentimentales. Ou pour des souvenirs, murmura Miss Marple. Cette pièce en abritait un. Blount jeta un coup d'œil vers le piano. Je ne pouvais pas tout laisser disparaître. La voix de Théa était maintenant sèche. Tu m'as menti. Blount la regarda avec attention. À propos de quoi? Tu as dit que tu connaissais à peine Cécilie, que tu avais juste examiné la boîte à musique, mais tu étais Sloane 1937. Vous connaissiez ma mère. Je n'étais qu'un simple commis, dit-il sèchement, engagé pour cataloguer la succession des Markham. Je ne faisais pas partie de leur cercle. Mais tu as observé, dit doucement Miss Marple, et tu t'en souvenais, plus que quiconque, peut-être plus que tu ne le voulais. Blount serra les lèvres. Je me souviens d'un homme qui souffrait, et d'une femme qui en était la cause. Théa cligna des yeux. Quelle femme? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis, Cécilie, elle lui a tout pris. Elle s'est laissée aller comme un trophée. Elle l'a encouragé à jouer avec son affection, puis l'a humilié devant tout le monde. Véronique a essayé de le protéger, mais c'était trop tard. Le lendemain, Brousseau était parti. On disait qu'il avait pris un train pour Douvres, mais il n'est jamais monté à bord. La voix de Miss Marple était douce. « Vous pensez que Cécilie est responsable? Je savoir elle l'était. Véronique s'en voulait. Elle a quitté Witchwood peu après. Elle n'est jamais revenue. Elle est morte seule. Et Cécile, elle a simplement continué, comme si de rien n'était. » La voix de Théa tremblait. « Alors, tu as décidé de la tuer. » Blount se retourna brusquement. « Non, je ne l'ai pas empoisonnée. Tu as modifié la boîte à musique. » dit doucement Miss Marple. « Oui. » Sa voix était tendue par la douleur. « J'ai changé de cylindre. J'ai trouvé la mélodie originale dans le coffre de la salle, la véritable composition de Brousseau. Celle qu'il a jouée ce soir-là. Je ne pouvais supporter de la laisser célébrer sa souffrance. Je voulais qu'elle, entends-les encore, souviens-toi ce qu'elle a fait. » Miss Marple l'observa attentivement. « Vous connaissiez le pouvoir de la mémoire. Le risque qu'elle puisse la détruire. J'espérais que ce serait Tanterelle, c'est tout. Pas la tuer. » Il se détourna alors, la mâchoire serrée. La voix de Miss Marple était calme, mais ferme. « Monsieur Blount, je vous crois. Vous ne l'avez pas empoisonné, mais vous avez ouvert la porte. » Il hocha la tête une fois, lentement. Miss Marple regarda Théa. Il n'y a qu'une seule autre personne qui a eu accès à ce cordial avant la fête. Quelqu'un de confiance, inaperçu. Le visage de Théa pâlit, mollit. La gouvernante du vicaire. L'expression de Miss Marple était indéchiffrable. Elle a apporté la serviette avec le mot, mais ce n'était pas trouvé à la poubelle. C'était planté. Elle voulait que je le découvre. Blount parut stupéfait. Pourquoi elle? Le regard de Miss Marple devint froid. Parce qu'elle était la meilleure amie de Véronique. Elles ont grandi ensemble. Elle n'a jamais pardonné à Cécilie de l'avoir chassée. Elle a vécu ici tranquillement pendant des années,
en attendant. Et quand elle a vu la boîte à musique réapparaître, quand elle a réalisé que Cecily avait invité le monde pour admirer sa nouvelle acquisition, elle a saisi sa chance. L'air dans la pièce devint immobile. Elle n'a pas changé la mélodie, poursuivit Miss Marple. Elle a empoisonné la tranche de citron. Elle savait que Cecily demanderait à Théa de lui apporter à boire. Elle savait que personne ne se douterait de rien. C'était élégant, précis, une interprétation digne d'une composition musicale, avec vous, Monsieur Blount, en ouverture. Silence. Puis Blount secoua lentement la tête. Et tout ça, pour une histoire oubliée. Miss Marple le regarda. Pas oubliée, enterrée. Mais la musique a le don de révéler les tombes. Dehors, le ciel commençait à s'éclaircir, caressant la cime des arbres avec la promesse de l'aube. Théa se tourna vers le piano et, presque sans réfléchir, appuya sur une touche. Le son se fit entendre dans la pièce silencieuse, une note douce et mélancolique. « Je n'ai jamais connu ma mère » murmura-t-elle. « Pas vraiment. » Miss Marple posa une main douce sur son épaule. « Tu le feras, » dit-elle, grâce à ce qu'elle a laissé derrière elle et à ce dont tu choisis de te souvenir. Derrière eux, la mélodie de l'oubli s'estompait, et à sa place, la mémoire a commencé. Le retour depuis Witchwood Hall se fit dans le silence pesant entre Miss Marple et Théa, n'étant rompu que par le croassement lointain des corbeaux au-dessus des arbres nus. L'air humide collait à leurs manteaux et à leurs cheveux, et bien qu'aucune des deux ne parlât, leur silence n'était pas agréable, il était pesant, suspendu entre passé et présent, entre ce qui venait d'être exhumé et ce qui restait à exprimer à voix haute. Molly Drake. Le nom résonnait doucement dans l'esprit de Miss Marple, comme la note finale d'un accord dissonant. La gouvernante, toujours si convenable, toujours présente, en arrière-plan de la vie du village, fidèle au vicaire, consciencieuse dans ses devoirs. Mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que les eaux calmes ne coulèrent pas simplement en profondeur. Elles coulèrent souvent dans de vieux tunnels, secrets, creusés par un chagrin ancien. Théa rompit le silence alors qu'ils atteignaient l'entrée du village. « Tu crois qu'elle va avouer ?»« Non, » dit doucement Miss Marple, « à moins qu'on ne le lui demande précisément. » Molly n'est pas une femme téméraire. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était un acte prudent, expérimenté, profondément personnel. Théa jeta un coup d'œil de côté. Mais elle a tué quelqu'un. « Oui, » répondit Miss Marple, le regard fixé vers l'avant. « Mais pas par malveillance, par deuil. » Cette nuit-là, le village sembla retrouver son rythme habituel. Les magasins fermèrent tôt. Les rideaux furent tirés avant le crépuscule. La pluie revint, crépitant contre les fenêtres, avec son obstination anglaise habituelle. Mais sous tout cela, quelque chose avait changé. C'était subtil, la façon dont les conversations s'interrompaient à la mention du nom de Cecily, le regard des villageois sur Molly lorsqu'elle traversait le cimetière. Le dimanche matin, son manteau soigneusement boutonné, sa démarche inchangée. Miss Marple passa la soirée à relire le dernier morceau de ses notes. Elle n'avait toujours pas dénoncé la police. Pas encore. Les pièces du puzzle étaient réunies, le mobile était clair, mais au fil des ans, elle avait appris que la vérité n'était qu'une partie de l'affaire. L'autre moitié, c'était ce qu'il adviendrait. Elle a décidé de parler à Molly. Le lendemain matin, elle se rendit au presbytère, où le jardin portait encore les traces de la fête interrompue. Un bout de guirlande déchiré accroché à la haie, une boîte à thé abandonnée au bord du chemin, le souvenir des applaudissements désormais étrangement creux.
La fenêtre du bureau du pasteur brillait faiblement à la bougie, mais elle ne sonna pas à la porte d'entrée. Elle contourna plutôt l'entrée arrière, la porte de la cuisine, où Molly, comme toujours, était déjà au travail. La porte était entr'ouverte. Miss Marple frappa légèrement, puis entra. Molly se tenait près du poêle, préparant du thé, ses mouvements précis et silencieux. « Je pensais que tu viendrais, » dit-elle sans se retourner. Miss Marple retira lentement ses gants et les plaça à côté de la porte. « J'imagine que oui. » Molly versa de l'eau dans la casserole, posa la bouilloire et se retourna enfin. Son visage était calme, marqué par l'âge, mais sans la peur. « Je ne voulais pas que cela se passe comme ça, » a-t-elle déclaré. « Non ?» demanda Miss Marple. Molly esquissa un sourire crispé et triste. « Je voulais qu'elle le ressente, pas qu'elle en meure. Je voulais qu'elle écoute ce morceau et qu'elle s'en souvienne, qu'elle souffre du silence après, comme Véronique l'a fait pendant 2 années. Mais elle était fragile. L'amertume devait être plus profonde que je ne le pensais. » Miss Marple ne dit rien. Elle attendit simplement. Molly s'assit en face d'elle. Elle portait encore son tablier. « Elle a tout pris à Véronique, » dit-elle au bout d'un moment. « Tu as déjà compris, j'en suis sûre. Ce n'était pas seulement l'affection de Brousseau, même si elle a joué un rôle. Véronique avait un avenir, la musique, un enfant, et Cécile a tout gâché par jalousie. Elle a élevé l'enfant, » dit Miss Marple avec précaution. « Oui, et elle a effacé sa mère au passage. » Ils restèrent assis en silence, tandis que la bouilloire chantait faiblement sur le poêle derrière eux. « C'est moi, » dit enfin Molly, la voix plus basse. « J'ai préparé les tranches de citron ce matin-là. » Je savais qu'elle demanderait à Théa d'aller chercher le sirop. Elle faisait toujours ça. Elle se servait de la fille comme d'une bonne, même devant les invités. Alors j'ai coupé une tranche plus fine que les autres, juste assez pour contenir ce que j'ai mélangé, de la digitale, du jardin. Il n'en faut pas beaucoup. La voix de Miss Marple resta posée. « Tu as synchronisé le son avec la musique ?» Molly hocha la tête. J'étais au fond de la foule. J'observais son visage pendant que la musique jouait. Son expression, elle était réelle, elle s'en souvenait. On le voyait dans ses yeux. Elle essaya de sourire, mais son sourire s'éteignit à mi-chemin. C'est là que j'ai compris. Miss Marple ne bougea pas. Et la serviette? Je l'ai mis dans la poubelle, juste après. Elle croisa les mains. Je savais que quelqu'un le trouverait. J'espérais que toi, tu le ferais. Je ne voulais pas disparaître là-dedans, sans laisser de traces. Tu as laissé plus que ça, dit doucement Miss Marple. Tu as laissé un héritage de vengeance. Le visage de Molly se durcit. Justice. Ils s'assirent à nouveau en silence, la pluie recommençant à tomber à l'extérieur de la petite fenêtre, ruisselant sur la vitre en rivière tranquille. « Je ne fuirai pas, » finit par dire Molly, « mais je ne m'excuserai pas non plus, pas pour Véronique. » Miss Marple se leva lentement. « Ce n'est pas à moi que vous devrez dire ça. » Molly hocha la tête. « Je sais. » Miss Marple se retourna, s'arrêta devant la porte et regarda derrière elle. « Il y a quelque chose de tragique dans tout cela, Molly. Pas dans l'acte, mais dans l'écho que cela a créé. Théa le sait maintenant, elle comprend, mais elle portera ce fardeau toute sa vie. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, » dit Molly à voix basse. Sa mère l'était aussi. Miss Marple sortit dans la brume et la pluie, remontant lentement le chemin vers l'église. La cloche sonnait doucement, peut-être pour l'heure, peut-être pour autre chose. Plus tard dans l'après-midi,
L'inspecteur Caldwell reçut la visite discrète de Miss Marple. Sans dramatisation, sans artifice, juste une petite enveloppe contenant une déclaration écrite, accompagnée de ces mots simples, hélas. Ce n'est plus un mystère, inspecteur. C'est une tragédie qui a enfin trouvé son nom. Molly Drake fut arrêtée, sans résistance. Le village murmura, bien sûr. Certains furent choqués, d'autres pas du tout surpris. Quelques-uns murmurèrent dès qu'elle avait toujours été trop digne pour être digne de confiance. Mais la plupart se contentèrent de secouer la tête, en silence, comme le font les villageois, lorsqu'on leur rappelle que même la voix la plus douce peut véhiculer le plus vieux chagrin. L'enquête s'est conclue dans une formalité discrète. Théa n'y assista pas, mais envoya une simple enveloppe cachetée qui ne fut jamais lue à voix haute. Elle quitta Little Witchwood la semaine suivante, discrètement et sans cérémonie. On disait qu'elle s'était installée sur la côte, à Brighton, pour commencer à enseigner le piano aux enfants. Personne ne savait si c'était vrai. Miss Marple retourna dans son jardin. La boîte à musique resta quelque temps en sa possession, rangée dans un tiroir garni de mouchoirs et de souvenirs. Elle finit par la transmettre à un petit musée de musique du Devon, accompagné d'un bref mot « Laissez-le chanter honnêtement sa mélodie maintenant ». Et Little Witchwood, comme le font toujours les villages, continua, mais de temps en temps, au crépuscule, lorsque le vent s'enroulait autour des cheminées et que les corbeaux se rassemblaient sur les arbres nus à l'extérieur de Witchwood Hall, quelques-uns des résidents les plus âgés juraient qu'ils pouvaient encore entendre la plus faible trace d'une berceuse s'élever dans l'air. Le genre de mélodie qui vous fait vous souvenir de tout ce que vous essayez d'oublier. Les jours qui suivirent n'apportèrent pas la paix promise par les villages lorsque le carnet du gendarme se refermait et que la cloche de l'église reprenait son cours normal. Little Witchwood retrouva son rythme, certes, mais le village avait appris une nouvelle astuce. Comment baisser la voix sans perdre un mot? Les noms étaient prononcés comme on teste une porte dans le noir. Celui de Molly, bien sûr. Celui de Cecily, assurément. Et un autre, plus bas, désormais, Blount, autorisé à rôder uniquement dans les cuisines, et non dans les salons, comme si son son pouvait provoquer un écho indésirable provenant d'une vieille maison située juste derrière les arbres. Miss Marple, qui avait rangé la boîte à musique dans un tiroir avec la fermeté et la résolution de clore un chapitre, ne croyait pas que ce chapitre fût clos. Il y avait une note d'inexactitude, non pas dans la confession de Molly. Sa cadence était assez simple et douloureuse, mais autour, comme une harmonie, jouée par quelqu'un d'autre sur un second instrument. Elle ne recherchait pas le drame. Elle l'aimait mal, mais elle se méfiait de la propreté qui arrivait précisément au moment où on l'attendait. La vérité, d'après son expérience, était rarement sage. Deux petites choses lui revenaient sans cesse à l'esprit comme un refrain. Premièrement, le timing de Molly, si précis, si minutieux, reposait sur une habitude de Cecily, dont Miss Marple elle-même n'avait été témoin que 2 fois. Envoyer Théa chercher ce qu'elle désirait, au moment précis, où l'admiration allait s'abattre sur elle. Oui, Molly le savait, mais la connaissance n'est pas la certitude. Même à Little Witchwood, on ne répète pas toujours ses parties. Deuxièmement, les notes, les 2 bouts de papier d'une même main discrète, pliés de la même manière, n'avaient pas été perçus comme l'avertissement d'un ami. Elles ressemblaient plutôt aux instructions d'un artisan, des mots laissés à l'acheteur d'un mécanisme qui ne tenait pas ses promesses si l'on ne savait pas où appuyer. Le 3e matin, une enveloppe carrée, blanchie par la mer, arriva, adressée par une jeune main de Brighton, celle de Théa. Miss Marple le lut à la petite table près de sa fenêtre,
sa tasse de thé, intacte. J'ai trouvé ceci parmi les partitions de ma mère, dans un vieux dossier que le notaire m'avait envoyé. Il était classé par erreur sous « Exercice ». Je pense que vous devriez la voir. Je ne peux pas le lire sans entendre la mélodie. T. À l'intérieur se trouvait une page arrachée d'un journal intime, l'encre brunie par les années, et une tache semblable à du sel qui fleurissait dans un coin. L'écriture était rapide et penchée. Une écriture de jeune femme trop rapide pour la patience. 17 avril 1937. Le commis aux mains soigneuses arriva en retard, après le départ des autres. Il dit qu'il fallait déplacer la malle immédiatement. E ne peut pas prendre le train. C ne comprend rien, sauf gagner. Le commis est aimable. Il ne me regarde pas comme eux, comme si ma musique était une robe que je pourrais jeter. Nous l'avons emmené dans l'escalier de service. La clé ne rentrait pas au début. Je me souviens avoir pensé, si je joue la bonne note, la serrure comprendra. La page s'arrêta là, à mi-chemin, comme si quelqu'un avait fermé le livre autour des mots. Miss Marple plia le papier très délicatement, puis se leva et alla à son bureau. Elle sortit son petit carnet d'adresses et posa son doigt sur 2 noms, Edwin Blount et M. Ridgway de Tonbridge Wells. Elle appela d'abord la bibliothèque, puis la boutique. M. Blount était bien sûr présent cet après-midi-là, supervisant une exposition de pots à crème qui n'en nécessitait aucune. M. Ridgway serait dans le coin le soir même, comme c'est pratique, pour récupérer un objet pour un client. Miss Marple exprima une gratitude émue et lui demanda, si cela ne le dérangeait pas, s'il pouvait passer à son cottage à 6 heures pour jeter un coup d'œil à une boîte. Les antiquaires adorent ce mot, point bref, c'est là, donne l'impression qu'une longue visite est une courtoisie. Elle se dirigea ensuite vers le presbytère. L'inspecteur Caldwell était là, dégustant une part de gâteau avec l'air désolé d'un homme qui ne méprisait les gâteaux qu'au travail. Elle lui demanda s'il aurait l'amabilité de la rejoindre à 18h30 pour une tasse de thé et une petite expérience. Il parut méfiant, puis se résigna et accepta. À la porte, elle ajouta, comme si elle se souvenait. « Inspecteur, auriez-vous par hasard la note exacte du coroner sur la concentration de digitaline ?» Il l'avait. Ce n'était pas, à proprement parler, une information nécessaire pour le thé. Il l'apporta quand même. À 6h moins 10, son salon était parfaitement agencé. 3 chaises suffisamment proches pour se regarder, l'une à peine éloignée. Le gramophone sur le buffet, le tiroir contenant la boîte à musique laissée ouvert d'un doigt, la page de son journal intime pliée dans son panier à tricot, là où personne ne regarderait, les 2 vieux billets dans une enveloppe neutre sur la cheminée. Elle préparait une infusion qui ne pardonnait pas la distraction. M. Ridgway arriva le premier, ponctuel et légèrement parfumé, à l'huile de machine et à la lavande. Il admira le salon sans paraître le regarder et déclara que le trajet depuis Tonbridge Wells avait été supportable. Il accepta le fauteuil qui lui offrait la meilleure vue sur tout ce qui était réfléchissant. M. Blount arriva sur le coup de 6 heures, s'excusant pour des retards imaginaires, et portant, absurdement, une brochure sur le grès émaillé au sel, comme si l'on avait besoin de prouver ses habitudes. Il prit place près du foyer. Son regard se porta, non pas sur le tiroir, mais sur l'endroit où un tiroir projetterait une ombre s'il était ouvert plus loin. L'inspecteur Caldwell arriva avec un carnet et l'air léger et harassé d'un homme habitué à se retrouver dans le salon des autres au moment précis où leur thé est à son meilleur. Il prit la chaise restante, celle un peu à l'écart,
où les policiers s'assoient lorsqu'on leur demande de prendre le thé. Miss Marple versa et commença comme si elle parlait de la météo. « Vous avez été gentil d'être venu, » dit-elle, son sourire ne réchauffant personne autant que l'air. J'ai réfléchi à la façon dont la musique refuse le mensonge. On peut appeler une mélodie comme on veut, mais quand elle joue, elle dit son nom. Je trouve cela très rassurant. Ridgway sourit à cette remarque, une expression émue. Les noms sont utiles, mademoiselle Marple, n'est-ce pas? Les noms nous permettent de retrouver nos repères. Et de les remettre là où ils doivent être, murmura Blount, en regardant dans sa tasse. Tout à fait, dit Miss Marple d'un ton léger. Par exemple, la berceuse que nous avons tous appris à nommer. Elle se dirigea vers le gramophone, le remonta 2 fois et régla l'aiguille. La pièce s'emplit de la douceur subtile et étrange de la berceuse de l'oubli. Une mélodie qui semblait s'excuser perpétuellement, même si elle persistait. Elle observe leur visage. Caldwell l'écoutait comme un Anglais. Écoute, poliment, attendant que le thé fasse son effet. Blount ferma les yeux, dans une grimace discrète. Le sourire de Ridgway se figea, d'une manière qui trahissait les connaissances acquises avant ce soir-là. Lorsque le disque s'est mis à tourner en boucle silencieuse, elle a levé le bras et s'est retournée. « J'ai rangé mes papiers », dit-elle joyeusement, ce qui, dans la bouche de Miss Marple, pouvait signifier bien des choses inadmissibles. Et j'ai trouvé 2 mots. Voyez-vous, je suis très mauvaise pour ne garder que ce dont j'ai besoin. Elle posa l'enveloppe sur la table basse. Je me demandais de quelles mains ils étaient faits. Ridgway jeta un coup d'œil, puis détourna le regard. Blount se pencha en avant sans le toucher. Caldwell, pratique comme une chaussure, demanda « Et pourquoi est-ce important, Miss Marple ?»« Parce que, dit-elle, celui qui les a écrits avait vu l'intérieur de la boîte avant. Et quiconque avait vu l'intérieur de la boîte savait quel nom donner à une mélodie longtemps oubliée. Et quiconque connaissait le nom prenait plaisir à le réciter. » Elle laissa le silence s'installer, petit et lourd. La bouche de Ridgway se contracta. Ce pourraient être les notes de n'importe qui. Les mélomanes laissent des bribes partout. « dit Miss Marple. Et pourtant, l'encre sur ces billets est la même que celle utilisée pour les reçus de magasin, une marque particulière, avec une trace verdâtre à l'humidité. Je l'ai remarqué au dos de votre en-tête, Monsieur Ridgway, lors de ma dernière visite. » Elle souleva un billet et le tourna pour que la lumière éclaire le léger halo, olive, qui entourait la fine queue d'une lettre. « Vous n'avez pas eu l'occasion de changer de fournisseur depuis des années, n'est-ce pas? Les anciennes fidélités sont un réconfort. Pour un collectionneur d'expressions, c'était une petite joie. La façon dont son regard se posait, une seule fois, à l'endroit précis de la cheminée où reposaient les notes, comme pour mesurer la rapidité avec laquelle une main pouvait les saisir et les consumer. Puis il se retourna avec une sorte d'admiration. « Tu as l'œil vif ?» dit-il sans chaleur. « Les vieilles dames, si, » répondit-elle. « On s'entraîne sur des étiquettes de confiture. » Caldwell s'éclaircit la gorge. « Sommes-nous en train de dire que cet homme a écrit vos petits avertissements, Miss Marple? » « Nous observons, » dit Miss Marple d'une voix douce, « que M. Ridgway ne peut s'empêcher de s'intéresser à l'intérieur des choses et qu'il aime laisser des instructions aux plus nerveux. Nous nous demandons également qui a dérobé le cylindre original de Brousseau et qui a ensuite offert la contrefaçon à la femme la plus proche, prête à tout pour croire à un mensonge qui la protégerait. » La politesse de Ridgway s'estompa. « Je vends des curiosités, Miss Marple, pas des absolutions. Elle est venue me voir pour une histoire. Je lui en ai donné une. Si elle en voulait plus,
Elle était libre de payer. « Et elle l'a fait ?» demanda Miss Marple, et la question échappa à son sang-froid, avec une rapidité qui surprit même Caldwell. Il respira une fois, exprima la vérité, et sourit comme un homme comptant des pièces qu'il ne reverrait plus jamais. Pour un moment. Blount prit alors la parole, la voix sèche. Chantage. Ridgway n'a pas bronché. Les frais de conservation. Miss Marple hocha la tête comme si la mélodie s'était enfin installée sur la portée, là où elle devait être. Et quand la boîte à musique a été exhibée à la fête, quand la dette est devenue un objet public, vous êtes venu la récupérer. J'étais à Tunbridge Wells. Tu l'étais, acquiesça-t-elle aimablement. Jusqu'à 15h10, tu as pris l'omnibus, tu as marché depuis la gare par le chemin du cimetière, tu es resté au fond de la foule, chapeau à la main, et tu as attendu qu'elle te voie. C'est un itinéraire simple, un que j'ai emprunté ce matin en un tiers d'heure. Elle jeta un coup d'œil à Caldwell. Inspecteur, le portier de Much Bennington se souvenait très bien de la mallette de M. Ridgway. Les antiquaires ont leurs propres uniformes. Le crayon de Caldwell flottait. Son regard s'aiguisa. La main de Ridgway se posa sur son genou, stabilisant quelque chose qui voulait s'élever. Blount se pencha en avant, un tremblement dans le mouvement. « Vous l'avez donc empoisonné ?» Ridgway rit doucement. « Mon Dieu, non. C'était du bricolage. Je n'ai aucune patience pour les jardins. » Miss Marple ne sourit pas. « Non. Tu t'es fié à un autre poison, la mémoire. Tu as écrit les petites prières, et tu les as cachées sous le velours comme des sels parfumés. Tu as murmuré le nom de la mélodie dans sa vie, puis tu t'es placé là, où elle devait chercher, pour retrouver le passé. C'était astucieux, moche, mais astucieux, et inutile. » Il pencha la tête. « Inutile. » « Elle était déjà mourante, » dit Miss Marple, et la pièce se rafraîchit. Elle prit un mince drap des mains de Caldwell et le posa sur la table. Le rapport du coroner. De la digitaline dans son sang, oui, suffisamment pour provoquer l'arrêt cardiaque d'un cœur effrayé, mais sous-jacente, une faiblesse auriculaire chronique, de celles qui se transforment en chaos lorsqu'on lui demande de tenir deux vérités à la fois. Elle vivait dans cet état depuis des années. Vous avez simplement choisi le moment. Ridgway fixait le papier, comme s'il s'agissait d'une facture pour une dette dont il ne se souvenait pas avoir contractée. On ne peut pas arrêter un homme parce qu'il se tient dans une foule, dit-il d'un ton léger, trop léger. Non, répondit Caldwell, en fermant son carnet. Mais on peut le faire pour extorsion et pour dissimulation de preuves dans une enquête pour décès. Son regard n'était pas méchant, simplement irrévocable. Tu viendras avec moi après le thé. Le regard de Ridgway glissa vers le tiroir, vers la boîte qui avait créé et déconstruit tant d'histoires, et sa voix s'adoucit. Et le cylindre? La réponse de Blount les surprit tous par sa douceur. Il retournera à sa place. Il regarda Miss Marple. « Je le prends maintenant, si vous voulez. » Elle soutint son regard un instant plus longtemps que nécessaire. « Tu le prendras après une dernière course, » dit-elle. « Witchwood Hall, l'escalier de service. Il y a une malle qui n'a jamais appris à être oubliée. Les planches d'au-dessus de la réserve de charbon sont branlantes. Peut-être pourriez-vous indiquer à la police où chercher. Cecily n'est pas la seule à avoir une dette envers les morts. » Le dépliant en grès émaillé, au sel lui échappa. L'espace d'un instant, il parut très jeune, ce commis prudent aux mains expertes qui avait déplacé une malle, parce qu'une femme à la bouche brillante le lui avait demandé, et parce qu'il avait deviné, déjà à ce moment-là, que la gentillesse pouvait être une forme de complicité. Il hocha la tête une seule fois.
Ridgway se leva avec l'habitude soignée d'un homme qui ne laisse jamais de miettes. « Bon, dit-il presque joyeusement, je suppose que la mélodie s'est jouée d'elle-même. »« Pas tout à fait, » dit Miss Marple, et sa voix, bien que douce, ne laissait aucun recoin où se cacher. « Il y a l'affaire de la lettre que vous avez envoyée à Brighton la semaine dernière, Monsieur Ridgway. Celle qui conseillait à Miss Théa de s'occuper de son héritage et d'envisager une petite commission pour préserver la réputation de sa mère. Le cachet de la poste était sans ambiguïté. Je suis très vieille, mais je ne suis pas facile à confondre. Vous ne lui écrirez plus. » Pour la première fois, il rougit. Les hommes comme M. Ridgway n'aiment pas qu'on leur dise la taille exacte de la pièce qu'ils occupent. Caldwell se leva. Ça ira. Lorsqu'ils furent partis, 2 hommes avec leurs dettes différentes, et un troisième avec son crayon minutieux, Miss Marple rangea le gramophone et referma une dernière fois le tiroir de la boîte à musique. La maison était très silencieuse, de ce silence qui suit non pas le triomphe, mais l'accomplissement. Elle prit la lettre de Théa sur la table et relut la dernière ligne, celle écrite plus légèrement que les autres, comme si la main avait hésité au seuil d'en dire trop. « Si jamais je reviens, ce sera pour la vérité, pas pour la maison. » Miss Marple sourit, petite et discrète. « Bien, » dit-elle à voix haute, sans que personne ne s'en aperçoive. « Revenez pour la bonne cause. » Le crépuscule tombait lorsqu'elle atteignit le portail. Le vent soufflait dans l'if comme un souffle qui n'avait pas fini de parler. Au-delà de la haie, la longue silhouette noire de Wychwood Hall se détachait sur les dernières lueurs du jour. Elle ne resterait pas silencieuse bien longtemps. Les sols se souviennent, les serrures admettent ce qu'elles doivent, et les mâles, avec leur obstination, sont honnêtes lorsqu'on leur pose la question qui s'impose. Demain, ce serait la demande. Ce soir, elle s'autorisait la miséricorde d'un thé chaud et la compagnie de ses propres pensées. Quelque part, très loin, elle imagina entendre 2 notes posées doucement l'une contre l'autre. Non pas la berceuse de l'oubli, quelque chose de plus simple, les premières mesures d'un air que l'on utilise lorsqu'on s'apprête à dire la vérité. Le matin se leva pâle et sans vent, le genre de matin où le bruit porte plus loin qu'il ne devrait. Miss Marple se leva tôt, comme à son habitude, et le temps que la bouilloire bout, elle avait déjà mis de l'ordre dans sa journée. Il restait une course à accomplir avant que l'affaire Cecily Fanshawe ne soit considérée comme réglée, et elle la ramenait inévitablement à Wychwood Hall. L'inspecteur avait accepté de la rencontrer là-bas. Edwin Blount avait envoyé un message, écrit d'une écriture précise, presque bureaucratique, affirmant qu'il respecterait sa part de leur accord secret. Ridgway, supposa-t-elle, était toujours sous la garde d'un agent de police qui comprenait l'importance de la conversation lors d'un long trajet en voiture vers la ville. Elle partit après le petit déjeuner, le givre craquant légèrement sous ses bottes. Les bois qui longeaient le hall étaient argentés à leurs extrémités, l'air si vif qu'il lui faisait pleurer. La lettre de Théa, soigneusement pliée dans la poche de son manteau, semblait presque peser sur son flanc tandis qu'elle marchait. L'inspecteur Caldwell attendait à la grille, le col relevé pour se protéger du froid. Blount était avec lui, plus pâle que d'habitude, malgré une certaine assurance. Miss Marple les accueillit tous 2 avec la douce chaleur de quelqu'un habitué à préparer une pièce avant d'allumer le feu. « Vous êtes certain de l'endroit ?» demanda Caldwell alors qu'il franchissait le portail. « Tout à fait, » répondit Miss Marple. La réserve de charbon se trouve en dessous de la cuisine. Il y a un étroit escalier de service. Les domestiques l'utilisaient pour transporter le combustible par mauvais temps.
Les planches au-dessus ont été remplacées à la hâte et seulement en partie. Si l'on voulait cacher quelque chose de lourd, ce serait là, à l'abri des regards, mais à portée de main. Blount ne dit rien, mais son regard était fixé devant eux tandis qu'ils entraient. Le hall était plus froid que l'air extérieur, l'odeur d'humidité et de feux oubliés imprégnant leurs vêtements. Leurs pas résonnèrent dans le haut couloir, tandis qu'ils traversèrent la cuisine, dont le sol en dalles était fissuré et irrégulier. L'escalier de service était tel que Miss Marple se le rappelait de sa première visite. Étroit, raide, la rampe polie, par des années d'utilisation, bien avant que la maison ne se taise. Elle descendit la première, suivie des autres, jusqu'au petit palier où la porte de la réserve de charbon était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, l'air était vicié, et la seule lumière provenait d'une fine fenêtre percée en hauteur dans le mur. D'un côté, à la jonction du mur et du sol, les planches étaient différentes, plus claires, leur veinage plus net. Miss Marple s'agenouilla, appuyant doucement sur les joints, jusqu'à trouver celui qui se soulevait. Caldwell s'accroupit à côté d'elle et l'aida à le relever. En dessous, l'obscurité s'ouvrait sur une niche peu profonde, tapissée de vieilles briques. À l'intérieur se trouvait une grande malle en bois, dont les sangles de cuir étaient fissurées, mais encore bouclées. Les ferrures étaient tachées de rouille, et la serrure avait depuis longtemps cédé. Blount resta immobile, tandis que Caldwell se penchait pour défaire les boucles. Lorsque le couvercle s'ouvrit, l'air qui s'échappait était sec, légèrement métallique. À l'intérieur, enveloppé dans des couches de tissu jauni, se trouvaient les vestiges des effets personnels d'un homme. Un manteau de laine fine, une écharpe, une petite trousse de voyage au fermoir cassé, et au fond, à moitié caché, un fin folio en cuir. Miss Marple le souleva avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des pages de musique écrites à la main, l'encre délavée, mais encore lisible. En haut de la première, la berceuse de l'oubli-les-pages portait des annotations d'une seconde main, plus soignées, appartenant peut-être aux commis aux mains soigneuses de la page du journal de Véronique. Sous le feuillet se trouvait un passeport français, dont les pages étaient tamponnées dans plusieurs pays, le dernier datant d'avril 1937. La photographie était celle d'Émile Brousseau. Blount poussa un soupir, plus proche de la parole. Il n'est donc jamais parti. Miss Marple referma le folio. Je pense qu'il a fait confiance à quelqu'un pour l'emmener d'ici. Quelqu'un qui ne l'a jamais fait. La malle a été transportée ici à la faveur de la nuit. Peut-être que vous, plus jeune, l'avez portée, croyant que l'homme la suivrait. Mais il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Blount secoua lentement la tête. Je savais seulement qu'il fallait le cacher. Je n'ai rien demandé, ce n'était pas mon rôle. Caldwell se redressa, l'air pensif. Si c'était un meurtre en 1937, nous ne le prouverons jamais. Celui qui a enfermé ça a disparu depuis longtemps. Peut-être, dit doucement Miss Marple, mais la vérité a ses propres objectifs. Elle finira par tomber entre de bonnes mains. Dans ce cas précis, je pense que ces mains appartiennent à Théa. Ils emportèrent le tronc dans la pâle lumière du jour. Le givre sur l'herbe scintillait, et un vent s'était levé, parcourant les arbres nus tel un murmure. Blount resta un moment en arrière, posant sa main sur le vieux bois avant de le suivre. De retour à son cottage cet après-midi-là, Miss Marple écrivit un court mot à Théa, joignant une photographie du folio de pub partition et du passeport prise par Caldwell. Elle ne mentionna pas le reste des découvertes.
Certaines vérités pouvaient attendre que le cœur soit prêt. Elle posta elle-même la lettre, l'air frais luisant les poumons. Les jours suivants, l'attention de Little Witchwood se porta, comme toujours, sur d'autres petits soucis. Un mouton égaré, les projets du pasteur pour la messe de Noël, un nouveau couple aperçu marchant ensemble dans le chemin. Le nom de Molly Drake était moins souvent prononcé, et lorsqu'il l'était, c'était avec l'air de fermer une porte doucement plutôt que de la claquer. Le départ de Ridgway pour comparaître devant un magistrat ne fit pas de bruit. Blount reprit sa place à la Société historique, plus calme désormais, ses propos empreints d'une gravité inconnue auparavant. Il n'évitait plus le nom de Brousseau. Un après-midi, alors que Miss Marple était assise près du feu avec son tricot, le courrier arriva, un petit colis de Brighton. À l'intérieur se trouvait un mince volume relié en toile verte, dont le titre était estampillé, en or, pièce choisie de Véronique Ridley. La page de dédicace ne comportait qu'une seule ligne, écrite d'une main ferme, pour ceux qui choisissent de se souvenir. En dessous, une note pliée. J'ai recommencé à écouter sa musique. Je crois l'entendre maintenant, dans les pauses. Merci de m'avoir donné la vérité en morceaux que je pourrais porter. Miss Marple tint le livre un instant de plus, avant de le poser sur la table, à côté de la boîte à musique désormais silencieuse. Dehors, le vent soufflait dans les ifs, un bruit de pages qui se tournent. Elle pensa, une fois de plus, qu'à la fin, le village garderait ses secrets. Mais l'histoire de Cécile, Véronique et de la boîte à musique perdurerait, non pas dans des murmures de scandale, mais dans la douceur et la sérénité dont la vérité survit lorsqu'on a pris soin de la préserver. Et quelque part à Brighton, une jeune femme jouait la musique de sa mère, chaque note placée avec soin, chaque silence laissé assez longtemps pour que la mémoire puisse respirer. La lumière hivernale se déployait en un mince ruban sur le salon de Miss Marple, soulignant les coins en cuivre de la boîte à musique posée sur la table d'appoint. Elle ne l'avait pas remontée depuis le jour où Ridgway avait été enlevé. Certaines choses, pensait-elle, méritèrent d'être laissées en silence. L'inspecteur Caldwell était assis en face d'elle, non pas dans son attitude habituelle de légère suspicion, mais avec l'aisance d'un homme qui avait accepté que l'affaire était réglée. « Je dois admettre, dit-il, quand je suis arrivé à cette fête, je pensais que ce serait aussi simple que de remonter à une main imprudente pour retrouver le poison. Je ne m'attendais pas à... » Il fit un geste vague vers la boîte. « Tout cela. C'est rarement simple, » dit Miss Marple en repliant son tricot sur ses genoux. Les gens imaginent qu'un meurtre est l'affaire d'un instant, une dispute, un coup, une soudaine colère. Le plus souvent, c'est le dernier acte d'une pièce écrite des années auparavant, avec de vieux griefs comme scénario. Caldwell se pencha en avant. « Alors dites-moi, croyez-vous que Molly Drake et Ridgway sont tous deux responsables de la mort de Cecily ?»« Je crois, » dit Miss Marple, « que chacun a porté son propre coup. Ridgway lui a apporté la seule chose qu'elle redoutait, la mélodie porteuse de souvenirs. Molly lui a apporté l'autre, le poison qui lui a arrêté le cœur. La musique à elle seule aurait pu suffire, avec le temps. Le poison seul aurait pu passer pour un accident. Mais ensemble, ils ont créé la certitude. Et Blount, un homme qui a gardé un secret trop longtemps, dit-elle doucement. Son silence a laissé le reste prendre racine. Je pense qu'il l'a compris maintenant. Caldwell hocha la tête, les sourcils froncés. C'est un vrai casse-tête. Difficile de dire où s'arrête la justice et où commence la vengeance. Miss Marple sourit faiblement. La justice et la vengeance sont cousines, inspecteur.
Elles se ressemblent dans l'obscurité, mais à la lumière du jour, on les distingue. La justice laisse les vivants vivre, la vengeance les force à regarder en arrière. L'une d'elles est utile. L'horloge sur la cheminée sonna la demi. Caldwell se leva, la remerciant avec une sincérité qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Arrivé à la porte, il hésita. « Et la boîte? Tu la garderas ?»« Non, » répondit-elle. Elle a déjà été au cœur de trop de représentations. Elle ira là où elle pourra être jouée pour ceux qui l'écouteront sans crainte. Après son départ, le cottage retrouva son calme familier. Miss Marple se leva, se dirigea vers le bureau et sortit le volume à reliure verte que Théa lui avait envoyé. Elle l'ouvrit à une page centrale, dont le titre était simple, « Berceuse pour mémoire ». Elle lut les notes comme s'il s'agissait de mots, puis referma le livre et le remit à côté de la boîte. Dehors, le vent soufflait dans le chemin, emportant avec lui l'odeur de fumée de bois du presbytère. Au loin, on jouait du piano, timidement d'abord, puis avec une assurance grandissante, comme si chaque accord était un pas en avant vers un territoire inconnu. Miss Marple s'autorisa une brève inspiration, satisfaite. La musique de l'oubli avait fait ses ravages. Maintenant, peut-être était-il temps d'adopter une autre mélodie, une mélodie qui laisserait le passé à sa place et laisserait les vivants composer leur propre mélodie. Et sur ce, elle tira les rideaux pour contrer la lumière déclinante, le poids silencieux d'une valise s'installant doucement dans la pièce, aussi certain et définitif que la dernière mesure d'une chanson.